Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Céline Barrère, Grégory Busquet, Adriana Diaconou, Muriel Girard et Johanna Yosa. Depuis désormais plus d'une trentaine d'années, les chercheurs en sciences humaines et sociales, ainsi que les professionnels des musées et des institutions culturelles, ont progressivement changé de regard sur le patrimoine. À une approche orientée vers les objets, s'est ajouté l'intérêt pour la dimension sociale du patrimoine, c'est-à-dire pour ses mécanismes, ses acteurs, ses enjeux ou encore ses usages. Ce processus s'est accompagné d'une multiplication des formes du patrimoine, allant jusqu'à la reconnaissance du patrimoine immatériel dans les conventions internationales, UNESCO 2003. Ces changements se sont également manifestés dans l'extension de l'expertise et de l'usage du patrimoine à l'ensemble de la société, au nom des droits fondamentaux des citoyens, visant sa démocratisation et sa sélection au-delà des seuls spécialistes et pouvoirs publics, Conseil de l'Europe, Faro 2005. La définition de ce qui fait patrimoine dans ce contexte devient subordonnée au rôle joué par celui-ci dans des processus sociaux plus larges. Désormais, l'utilisation du terme patrimoine pour désigner un objet trouve sa justification non plus dans les qualités attachées à l'objet, dans ses valeurs propres, mais par rapport au processus de reconnaissance collective ou de mise en patrimoine dont il est le produit. Les participants à ce processus, leurs demandes, intérêts et apports respectifs, dépassant le champ patrimonial et même culturel, deviennent ainsi centraux dans la redéfinition épistémologique de la notion. Cet ouvrage propose une réflexion sur les revendications, les contestations et les conflits qui participent à la fabrication contemporaine du patrimoine. Cette entrée introduit au cœur de la réflexion la compréhension du patrimoine comme construction sociale, liée à un contexte temporel et géographique spécifique, et surtout à une configuration sociale qui le crée. Le patrimoine ne sera pas considéré comme existant a priori, mais en tant qu'objet de revendication. C'est sa dimension performative qui devient centrale, ainsi que sa dimension politique liée au processus de décision et de négociation. Les aspects consensuels de ces processus et leurs apports pour la société sont souvent célébrés par les médias et la sphère politique. De la même façon, le lien entre construction d'un sentiment d'appartenance nationale et invention patrimoniale n'est plus à démontrer. Thiès, 1999. Des travaux ont aussi montré comment le patrimoine pouvait être utilisé comme vecteur du lien social. Beguin 1998, Davalon 1999, Legnaud 1992. Pourtant, une aporie patrimoniale se donne à voir. Le patrimoine est souvent pensé, instrumentalisé, médiatisé comme un bien commun, objet de consensus. Mais qu'en est-il de ce consensus quand les définitions et les conceptions du patrimoine se démultiplient ? C'est alors qu'apparaissent des mises en concurrence et des tensions entre patrimoine officiel et patrimoine en quête de légitimation. Les approches critiques du patrimoine misent sur sa compréhension comme acte politique qui implique sa subordination à des relations de pouvoir. Cette position déconstruit les manières traditionnelles de concevoir et de faire le patrimoine, surtout dans les pays occidentaux, et relativise le discours autorisé du patrimoine. Elle met en lumière les intérêts des marginalisés et des exclus. Les interactions entre patrimoine et mémoire. Les nouvelles approches du patrimoine, la nature des revendications et le déplacement visible de l'expertise au domaine du sensible et du profane, ainsi que la multiplication des catégories patrimoniales invitent alors à penser conjointement les revendications patrimoniales et mémorielles. L'emploi de ces deux termes, qu'il s'agisse de les différencier ou parfois de le substituer l'un à l'autre, n'est pas sans poser problème. Si du temps des lieux de mémoire de Pierre Nora, 1982 à 1986, et d'une définition experte du patrimoine bâti, la distinction entre les deux notions pouvait paraître claire, il n'en est rien aujourd'hui. Cela incite à éclairer les oppositions, mais aussi les rapprochements et les glissements à l'œuvre entre mémoire et patrimoine à partir de la notion de transmission et des modalités de cette transmission. Si la mémoire se situe du côté de l'héritage, impliquant une forme de continuité garantie par un collectif, Halbwachs, 1950, le patrimoine, lui, supposerait une forme de rupture initiale entre l'objet et le groupe, partant d'une reconstruction de cette continuité selon un double mouvement. Remontée vers le passé et amarrage dans le présent par l'effet de filiation inversée d'Avalon 2006.
De la sorte, l'objet construit acquiert un statut, une légitimité à laquelle s'attachent des valeurs et des régimes d'identification. Cependant, l'émergence de la catégorie de patrimoine immatériel remet en débat cette idée de rupture alors que les continuités entre passé et présent y sont plus visibles. Néanmoins, la relation entre mémoire et patrimoine demeure complexe. La mémoire est un savoir, et le travail de mémoire une action servant à la patrimonialisation et la légitimation des objets. Mais le défi réside dans sa capacité à changer de statut, à passer d'un savoir latéral attaché à une mémoire collective ou individuelle particulière à celui de savoir légitime, propre à une mémoire sociale prenant place dans l'espace public, d'Avalon 2015. En effet, si mémoire et patrimoine sont codépendants, leurs logiques d'interaction ne sont pas à sens unique. La mise en patrimoine implique bien une multiplicité de groupes sociaux et d'individus, du professionnel aux habitants et usagers, dont les mémoires peuvent entrer en concurrence ou se confronter pour la mise en valeur, la constitution et la transmission de savoir. La mémoire est situationnelle et bricolée dans les contextes de confrontation, Bastide 1970. Et la multiplicité des mémoires n'aboutit pas toujours à la patrimonialisation et à la reconnaissance officielle. Dans cette optique, l'ambition est d'étudier le patrimoine par le biais de ses acteurs comme problème soumis à l'action publique et à l'action collective, et en conséquence comme résultat d'un processus social et politique. Conflits et revendications, clé de lecture des mondes patrimoniaux et mémoriels. La thèse développée dans cet ouvrage est que le patrimoine produit une dynamique conflictuelle, et que le conflit est inhérent à sa fabrique. Il s'agit, au-delà du consensus, de saisir les conflits, Gravari-Barbas et Guichard-Anguis 2003, Girard 2010. Maria Gravari-Barbas et Vincent Véchambre rappelaient ainsi, en prenant appui sur le travail de Patrice Béguin, les effets de déformation selon le prisme d'analyse du patrimoine, le consensus à l'échelle nationale n'empêchant nullement le combat à l'échelle locale, Béguin 1998, cité par Gravari-Barbas et Véchambre, 2004. Plus récemment, Julien Bonda, Cyril Isnard et Anaïs Leblond, se saisissant de l'enjeu que constitue l'attention croissante portée aux minorités et aux migrations transnationales, proposait un numéro spécial de la revue Civilisation 2012 intitulé « Au-delà du consensus patrimonial, résistance et usage contestataire du patrimoine ». La réalité patrimoniale y apparaît feuilletée, caractérisée par la diversité des conflits et résistances, parfois très discrets, et cela à tous les niveaux. Dans le même sens, la référence au conflit patrimonial jalonne le rapport de l'atelier de réflexion prospective « Nouveaux défis pour le patrimoine culturel » Gravari-Barbas 2014. Dans la continuité de ces travaux, notre objectif est de penser les contestations, les revendications et les conflits patrimoniaux à partir de 3 entrées complémentaires, les conceptions, les supports et les modes d'action. Les conceptions nous renseignent sur la pensée du patrimoine, les façons dont on le conçoit et dont on le met en œuvre, sur les notions et les idées qui l'informent. Les supports, eux, sont compris comme vecteurs de ces conflits et revendications, qu'ils soient matériels ou immatériels, des objets de la controverse au récit en passant par les lieux, les territoires ou les échelles impliquées. Les modes d'action, enfin, interrogent les formes de mobilisation, les répertoires d'action et d'argumentation, les degrés d'engagement comme les émotions, les systèmes d'acteurs et les stratégies mises en œuvre. Recentrer le regard sur le patrimoine en tant que sujet de débat, de polémique, de contestation voire de conflit, partant d'échanges qui le font exister, permet de réinterroger les valeurs patrimoniales au-delà des critères normatifs. Ce recentrage peut s'effectuer à travers le prisme des groupes et des individus qui participent à la production du patrimoine et à ses usages. Dès lors, comment la revendication patrimoniale devient-elle ou est-elle un agent visibilisateur d'une controverse ? Comment l'affichage et le fait de faire entendre sa voix font émerger autre chose qui nous renseigne sur les rapports de pouvoir et de domination ? Quelles sont les légitimités des uns et des autres ? Le conflit entraîne-t-il la revendication et celle-ci peut-elle se faire entendre sans conflit, sans le générer ? Enfin, quels sont les effets de ces conflits ? Ludovic Frobert et Jean-Michel Roda nous rappellent que le conflit fait partie intégrante de la vie des sociétés qu'il contribue à faire évoluer. La compréhension et la dynamique des conflits, quelle que soit leur intensité, leur échelle, leur forme, les individus ou les groupes qu'ils mettent en cause,
constitue sans doute l'une des clés de la compréhension du monde social et de ses transformations. Frobert et Roda 2010 sur 4. Nous prenons le conflit dans une acception large, du conflit ordinaire, parfois presque impalpable tant il est feutré, aux situations post-conflits armés. Dans cette perspective, et dans la continuité des travaux de Patrice Mélé, nous serons attentifs à toutes sortes de conflits et particulièrement aux conditions d'apparition du conflit et effets de situation. Mélé 2010, Méleux et al. 2004, Gravary Barbas et Véchambre 2004. Si ce point a déjà été soulevé dans les études sur le patrimoine, il reste insuffisamment étudié. Fait contexte de fabrication du patrimoine, se caractérisant depuis le début des années 2000, par l'institutionnalisation de nouvelles conceptions patrimoniales, la montée des revendications identitaires des populations minoritaires, l'importance du phénomène migratoire, les reconfigurations de l'action publique et les orientations néolibérales prises par beaucoup de pays, nécessitent de poursuivre véritablement cette exploration au prisme des enjeux d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire un catalogue des conflits liés au patrimoine, mais bien de faire du conflit une clé de lecture des mondes patrimoniaux, et derrière eux, des mondes sociaux, qu'il s'agisse des conflits entre groupes sociaux, entre niveaux de décision, entre experts et profanes ou usagers et décideurs. Ces conflits peuvent également s'organiser autour de mobilisations et de revendications collectives. En suivant la sociologie des mouvements sociaux, on pourra définir ces revendications comme les enjeux non exclusifs de l'action collective, qui constituent souvent à la fois les causes et les projets volontaires du mouvement social ou d'une mobilisation. Elles peuvent naître de manière structurelle du hiatus entre les aspirations d'un groupe et sa perception de la réalité sociale, et renvoient aux intérêts communs du groupe. Neveu, 2015. Ces revendications peuvent également naître d'une volonté d'intégration des groupes sociaux dans la décision, aspiration à plus de démocratie, ou d'un sentiment d'injustice et d'inégalité, aspiration à la justice, à la reconnaissance ou à la redistribution. Mais elles appellent dans tous les cas des réponses institutionnelles ou, dans la tradition marxiste, le changement social, ibidem. Ce tout en prenant des formes différentes en fonction de la position sociale des individus mobilisés, exigence immédiate et amélioration des conditions d'existence pour les uns, volonté de rupture avec la logique sociale pour les autres. Cherki et Mel, 1976. Le terme de revendication patrimoniale tel que nous l'aborderons possède un double sens. Nous parlerons des conflits et revendications en tant que liés à la reconnaissance, Honnête, 1992, idéalement inséparables, dans la pratique politique, des revendications en matière d'égalité et de redistribution, Fraser, 2005, et ce dans une perspective de justice sociale et d'émancipation. Il relève quoi qu'il en soit des nouvelles valeurs identitaires caractéristiques de ce que la sociologie a pu appeler les nouveaux mouvements sociaux, Engelhardt, 1977, dépassant les motivations de l'action collective davantage matérialistes héritées du XIXe siècle. Il s'agira notamment d'étudier dans cet ouvrage quelles sont ces revendications patrimoniales et mémorielles, comment elles sont produites, en partant du principe qu'elles naissent bien sûr d'insatisfaction collective face à une situation donnée, une destruction, un projet de rénovation, un effacement de la mémoire, voire la mise en patrimoine ou la mémoire elle-même contestée. Nous partirons également du postulat selon lequel ces revendications sont construites socialement dans des relations conflictuelles et dominant-dominé, Busquet et al. 2014, et qu'elles sont le résultat d'un véritable travail de construction, Montlibert, 1981. Ces revendications conditionnées par les postions sociales et instituant jugement et représentation participeraient à constituer l'identité des groupes, Bourdieu, 1980, tout en créant du même coup le patrimoine. Elles constitueraient en somme soit l'objectif du conflit, dans le sens classique du terme de revendication, soit un instrument de celui-ci, tout comme le patrimoine lui-même peut constituer l'enjeu ou l'outil du conflit. Ceci nous renvoie à la question de la communication des revendications, à celle des entrepreneurs du patrimoine et de la mémoire, en un mot, aux acteurs de la patrimonialisation, avec leurs positions, leurs intérêts et leurs valeurs, notamment lorsqu'ils entrent en conflit sur qui décide du patrimoine, conflit de légitimité, qu'est-ce qui fait patrimoine, conflit de mémoire, de territoire, de représentation ou d'identité, ou sur ce qu'est le patrimoine, le sens à lui accorder et sa signification renvoyant à des conflits de valeurs.
Se pose ici la question des légitimités de ces acteurs et de leur conception, de leur quête de reconnaissance et de ce qu'elles engendrent d'un point de vue effectif, en termes d'objets, de processus et de pratiques, Hatzfeld 2015. Le patrimoine, dans les revendications conflictuelles, devient tout à la fois un cadre, un moyen, un outil, un enjeu symbolique, ou encore un vecteur d'identification et d'identité collective. Nemri et al., 2008. La mise en concurrence mémorielle que sous-tend la patrimonialisation amène de ce fait à différents types de revendications. Quoi qu'il en soit, nous pouvons distinguer 3 types de mobilisation patrimoniale, non exclusives les uns des autres, puisqu'ils peuvent souvent se combiner dans la réalité. À chaque fois s'y engage cependant un rapport différent au patrimoine et à sa définition. Tout d'abord, il peut s'agir de mobilisation par les riverains ou des associations de sauvegarde contre des projets jugés destructeurs d'un patrimoine. Ce dernier peut alors renvoyer à diverses choses, qu'il s'agisse du paysage, des modes de vie, des sociabilités, de la vie de quartier, des traditions ou bien encore du patrimoine bâti ou immatériel subissant les effets intentionnels du projet. Il est alors compris dans sa valeur relationnelle et de proximité, et constitue un objet à valoriser, au point que la valeur spatiale ou territoriale du patrimoine tend à surpasser en matière de revendication, sa valeur historique, Saez et Glevarec 2002. Ensuite, nous pouvons citer les mobilisations patrimoniales du fait des risques liés à un projet ou à un aménagement. Le patrimoine est ici compris comme un objet fragile subissant les effets non intentionnels de l'aménagement, l'Olive 2010. Il devient un objet à défendre. Enfin, la mobilisation peut être marquée par l'expertise et la présence d'acteurs spécialistes et professionnels agissant pour les valeurs patrimoniales, d'authenticité, d'ancienneté, etc. Le patrimoine y est ce qu'on en fera, ibidem, et devient un objet de valorisation en soi, contrairement aux 2 précédents cas, où il peut être instrumentalisé pour la valorisation d'une identité locale ou pour contester un projet. Il s'agit bien, encore une fois, d'aborder le patrimoine de manière décalée par rapport aux définitions officielles et aux normes consensuelles. Il s'agit de l'aborder par sa production, ses usages et ses redéfinitions perpétuelles. La genèse d'un questionnement collectif. Fruit d'un travail au long cours, cet ouvrage est la formalisation d'une réflexion collective menée depuis 5 ans. Identifier les rapports entre patrimoine, mémoire et conflit a tout d'abord été le défi d'un cycle de journées d'études croisant les perspectives françaises, roumaines et turques, interrogeant les processus, controverses et cadres institutionnels, nationaux et supranationaux, 2011 à 2013. Ces 4 journées d'études, portant sur la gouvernance dans les politiques et pratiques patrimoniales, sur les groupes et populations minoritaires face aux politiques patrimoniales, sur les acteurs émergents du patrimoine et sur l'articulation des échelles et des enjeux locaux du patrimoine, ont permis de construire un premier soubassement théorique et empirique. Notre intérêt s'est orienté tout d'abord vers la question de l'instrumentalisation, portée par les acteurs politiques et publics, et sur la légitimation des actions des acteurs associatifs. D'autre part, interroger les conflits de mémoire et de représentation, notamment dans des contextes où l'action publique est menée de façon volontariste, voire autoritaire comme en Turquie et au-delà, à l'heure de la Convention de Faro, justifie l'intérêt porté à la question des minorités. Le terme minoritaire y était saisi dans une acception large, non réduite à la simple catégorisation ethnique ou religieuse, mais ouvrant à des critères sociaux, économiques, mais également aux dimensions culturelles et à celles de l'affirmation régionaliste. À la suite de cette journée, il semblait pertinent de s'arrêter sur les acteurs émergents du patrimoine, issus de la société civile, de la sphère associative et artistique, en se centrant sur les modèles patrimoniaux alternatifs qu'ils pouvaient porter en regard des modèles dominants. Instrumentalisation, minorités et acteurs émergents n'étaient pas interrogés hors sol, mais face aux enjeux de la territorialité et de la territorialisation des actions et des groupes. En s'arrêtant sur différents acteurs du patrimoine à diverses échelles, locales, régionales, transnationales, internationales, l'objectif de la dernière journée était quant à elle, d'examiner leurs représentations spécifiques du patrimoine ainsi que leurs interactions. Lors de ce cycle de journées d'études, il s'agissait de s'arrêter sur les espaces de rencontre, les contradictions, les modes de négociation entre les différents acteurs ayant des rôles, des intérêts et des valeurs plurielles.
L'ambition était de renouveler les questionnements sur les processus de patrimonialisation, en s'attachant aux positions des acteurs, aux inégalités, aux rapports de force souvent asymétriques entrant dans le processus de qualification et de valorisation des espaces. Ce premier moment réflexif s'est conclu par un colloque international interrogeant les revendications et les contestations patrimoniales, dans une perspective européenne plus large. Ce colloque, dont est issu le présent ouvrage, nous a permis d'éclairer les mises en concurrence et les tensions entre mémoires officielles et légitimes et mémoires en quête de légitimation, entre mémoire historique savante et mémoire collective vécue. Il en découle des constructions de sens qui mobilisent de nouvelles populations et de nouveaux entrepreneurs de mémoire et de patrimoine. Pour une approche située du patrimoine. Penser les revendications patrimoniales, fil d'Ariane de cet ouvrage, nous invite également à réfléchir à notre cadre d'analyse et à notre focale d'observation. Appréhender la complexité des mondes patrimoniaux et de leur conception justifie de repenser les processus de patrimonialisation au regard de Patrimoine situé, Rothenberg, 2015. L'approche située, expérientielle du patrimoine, nous dit Michel Rothenberg, tente d'embrasser les pratiques des acteurs, les politiques publiques et les normes patrimoniales, mais aussi les émotions, les imaginaires et la variabilité des interprétations. Il ajoute à ceci que justement, les patrimoines situés se vivent dans l'expérience et la confrontation, dans la contestation et la défense d'intérêts qui peuvent être divergents, Rothenberg 2015. Notre appréhension du patrimoine se focalise aussi sur les lieux comme support de mémoire, Halbwachs 1950, comme révélateur et producteur de celle-ci, Morisset 2009. Cette attention aux lieux et aux situations nécessite tout autant d'être attentif aux interactions, aux mouvements, aux initiatives et aux désordres qui créent ces dernières. Agier 2009/14. Un des enjeux d'une démarche croisant les lieux, situations et mouvements, pour détourner les mots de Michel Agier, Ibidem, est de tenter de faire dialoguer une approche globale et une approche localisée du patrimoine en portant une attention particulière à l'imbrication des échelles. La complexité des situations patrimoniales, dans des contextes traversés par des revendications identitaires plurielles, plaide pour un croisement des échelles d'analyse et d'observation afin de rendre compte de la structure feuilletée du social, Revel, 1996. Sonia Katrina et Cyril Isnard rappellent à juste titre que l'analyse du processus patrimonial se distord selon le prisme d'observation, et que derrière un aspect consensuel, peuvent apparaître des conflits ou des éléments de domination voire de coercition, Katrina et Isnard 2014. La complexité patrimoniale actuelle impose de repenser les processus de patrimonialisation en les situant dans l'espace et dans le temps. L'attention portée aux échelles spatiales et temporelles apparaît en effet nécessaire dès lors que différentes temporalités de construction patrimoniale apparaissent, Gravary-Barbas 2014, Morisset 2009. De même, elle semble essentielle pour éclairer les différenciations des actions patrimoniales notamment aux échelles locales. L'organisation d'une journée d'études consacrée aux échelles spatiales et temporelles de la patrimonialisation, et à leur enchevêtrement dévoilait les décalages et les circulations entre les conceptions internationales, transnationales et locales du patrimoine. Elle montrait combien les usages du passé étaient différenciés selon les acteurs et comment, parfois, la reconnaissance, apparente, même peut constituer une forme de détournement à des échelons supérieurs, nationaux, européens ou internationaux. Saisir ces dynamiques à l'œuvre nécessite de considérer les acteurs en situation, leur conception patrimoniale, les enjeux spécifiques de leurs actions ainsi que les modèles et les normes avec lesquels ils composent. La compréhension de ces nouveaux régimes de patrimonialité, Gravary-Barbas 2014, Guinan 2015, amène à mettre sur le même plan les différents acteurs, institutions nationales et internationales, collectivités locales, élus, acteurs émergents tels que des associations ou des artistes œuvrant à la valorisation de mémoires minoritaires. Les processus de patrimonialisation résultent d'asymétries, de rapports de domination, de fausses convergences. Ils sont aussi le produit des conceptions patrimoniales des uns et des autres. La diversité catégorielle des patrimoines contemporains. L'ambition de ce travail est de saisir la pluralité de significations, de valeurs et d'enjeux dont le patrimoine est investi par ceux qui le revendiquent, tout en prenant en compte également ceux qui le contestent.
Nous interrogeons pour ce faire la manière dont les mobilisations changent de contenu et de modes opératoires dans la fabrique patrimoniale à l'échelle locale et internationale, à l'heure des migrations transnationales. Ces tensions mettent également en lumière la visibilisation et l'invisibilisation de populations, nous parlent de la qualification ou de la disqualification des espaces, des ajustements et révisions des récits historiques et des paradigmes identitaires. La reconnaissance Fraser, 1999, et la prise en compte de populations exclues des récits historiques dominants qui les invisibilisent, ne questionnent pas uniquement les définitions normatives, nationales et internationales, du patrimoine, elles vont jusqu'à remettre en cause certaines constructions historiques et certains codes de représentation fondateurs des États-nations. C'est dans cette optique que les 18 contributions composant cet ouvrage considèrent le patrimoine et la mémoire d'un point de vue culturel autant que social et politique. Renvoyant aux identités collectives revendiquées, elles abordent également la place des groupes sociaux et des individus dans la cité, et leur capacité à imposer ou faire passer des récits. Elles ambitionnent ainsi d'appréhender les manières dont les espaces et les lieux sont donnés à voir. Considérer le patrimoine comme ressource et comme vecteur d'émancipation, comme objet identitaire, de légitimation et de construction narrative, ainsi que comme outil de l'action publique nous permet à la fois de revenir sur sa construction sociale maintes fois éprouvée et d'aborder sa construction et sa dimension politique. Cela amène à consolider les approches contemporaines de la question patrimoniale, tout en proposant, au final, des approches et définitions alternatives. Les études de cas portent sur des contextes éclatés, de la Bosnie-Herzégovine à Belle-Île-en-Mer en passant par le quartier de la Mouraria à Lisbonne ou la forêt des Landes de Gascogne, et s'attachent à des échelles et des temporalités diversifiées. Elles ont pour point commun d'analyser des modes d'action et des raisons d'agir des acteurs en situation. Partant, leur addition crée un cadre d'interprétation permettant d'articuler et de mettre en cohérence des objets pluriels, des territoires dispersés, des jeux d'acteurs spécifiques. Structuré en 5 parties complémentaires, l'ouvrage entend rendre compte de l'abondance et de la diversité catégorielle des patrimoines contemporains, ce grâce à ces analyses situées. En guise de préambule, une première partie pose les jalons théoriques de l'ouvrage à partir d'une double interrogation sur la construction historique du patrimoine en France, et sur les conflits et controverses entre acteurs et institutions dans la manière de l'appréhender et de le traiter. Ce questionnement se pose également à partir de l'analyse des évolutions récentes du patrimoine, dans le contexte international de mondialisation, de changement social, de décentralisation politico-administrative et d'affaiblissement des États. Les controverses sur la question patrimoniale comme leurs répercussions et enjeux entre les différents acteurs impliqués, qu'ils soient spécialistes ou profanes, appartenant à différents corps de métier au sein de différentes sphères politico-administratives et à différents niveaux de décision et d'administration, sont au cœur de la construction sociale du fait patrimonial. L'histoire de la mise en patrimoine repose par exemple, en France sur la controverse symbolique ou pratique, à la fois conséquence des politiques publiques et facteur de transformation de la décision politique. À ceci s'ajoutent les nouvelles tensions naissantes entre les échelles de la patrimonialisation avec leur multiplicité d'acteurs, la circulation mondiale des modèles, les nouvelles compétitions entre territoires métropolitains, le renforcement du numérique et des règles internationales, qui apportent leur lot de nouveaux acteurs, nouvelles valeurs et nouvelles manières de faire, entraînant conflits et redéfinitions. La deuxième partie approche justement le patrimoine comme instrument ou outil de mobilisation portant sur des revendications plus vastes. Elle considère le patrimoine en tant que production d'acteurs présents, servant leurs intérêts actuels par ses usages sociaux. Smith 2006. Cette approche consiste à saisir la complexité de ces instrumentalisations, mais aussi le au nom de quoi. Hatzfeld 2011. L'objet d'attention fait-il patrimoine et comment est-il mobilisé et produit en tant que tel ? Pour cela, le choix est posé de saisir le patrimoine comme répertoire d'action, TI 1984, et comme objet instrumental de conflit pour déterminer les raisons et les modalités de celui-ci, et ce à quoi il aboutit. C'est la nature même du patrimoine comme usage du passé en train de se faire qui est mise en avant, lorsqu'il sert de ressource à l'action publique ou à différentes catégories d'acteurs, habitants, touristes, chercheurs, élus. L'intérêt porte sur le processus patrimonial lui-même et sur ses effets,
identitaires, sociaux, mémoriels, économiques, scientifiques, politiques, urbanistiques et patrimoniaux. Plus spécifiquement, les processus observés se situent hors des procédures institutionnelles de mise en patrimoine, neutralisent les valeurs de l'objet patrimonial qui ne seront considérées que comme des représentations construites socialement dans le conflit et dans la confrontation entre groupes sociaux aux intérêts divergents. Nous verrons ainsi, dans l'action et les dynamiques d'acteurs, ce que produit la patrimonialisation lorsque le patrimoine n'est pas l'objet central de la revendication, mais aussi comment elle le produit, tout comme les redéfinitions, substitutions mémorielles éventuelles, et les oublis collectifs que cela peut impliquer. Les contributions de cette partie nous montrent que le patrimoine est à la fois un produit et un vecteur politique, que ses objectifs renvoient aux identités locales, nationales, mais surtout aux intérêts particuliers et à l'idéologie dans des jeux d'acteurs complexes. Ceci dépasse les divisions décideurs-usagers, experts profanes, producteurs-consommateurs ou dominants-dominés. Par là même se pose la question des mésusages et des détournements patrimoniaux, qui interroge la grille des objets patrimonialisables, les usages et appropriations du patrimoine. Le patrimoine devient un mode d'action, un support économique, touristique, de connaissance, mais aussi un support de mobilisation politique et culturelle, qui s'inscrivent dans le territoire et l'utilisent pour produire leur propre mémoire, Blokland, 2001. Il permet de déchiffrer les demandes de légitimation et de légitimité des mémoires, des identités et des places des acteurs. Le territoire devient le lieu où s'affrontent les différents usages de l'espace urbain et les différents usages du passé, et le patrimoine urbain et la mémoire, les révélateurs du regard que les sociétés et les groupes portent sur eux-mêmes et sur les autres. La troisième partie se focalise sur les empêchements, les inaboutissements, jusqu'aux effacements inhérents à la fabrique du patrimoine. Effectivement, étudier les processus de patrimonialisation implique aussi de penser l'inaboutissement d'actions, voire la mise à l'écart d'objets du patrimoine. L'injonction au devoir de mémoire est souvent convoquée tout comme le tout patrimoine. Toutefois, tout autant des objets disparaissent, n'accèdent pas au statut de patrimoine ou bien perdent ce statut. Le croisement des situations patrimoniales dévoile comment mémoire et oubli, patrimonialisation et dépatrimonialisation, Gravary Barbas 2014, mise en visibilité, effacement et empêchement se côtoient. L'ambition est de questionner ce qui ne passe pas, selon les mots d'Henri Rousseau, 1994, posant la question de la reconnaissance par qui et pourquoi, et de la transmission. L'enjeu est d'examiner les empêchements, les manipulations explicites ou implicites comme les processus de neutralisation dans les étapes du processus patrimonial. Il s'agit donc de proposer une histoire en contre de la patrimonialisation. Celle-ci privilégie l'observation des dénis, des obstacles, des formes d'oubli, qui relèvent de significations divergentes, parfois d'impensés dont les effets sur les rapports sociaux au sein d'une même société, parfois entre plusieurs contextes, méritent d'être analysés. À travers les contributions rassemblées dans cette section, ce sont les conditions mêmes d'accès au Conservatoire de l'espace, Verret, 1995, citées par Véchambre et Zanetti dans ce même ouvrage, qui sont interrogées. Et des empêchements aux effacements. Ces contributions témoignent du fait que la conquête du statut patrimonial et les conceptions patrimoniales liées sont certes productrices de faire ensemble, mais sont plus encore porteuses de dissensus qui évincent, aseptisent, neutralisent. Elles rappellent le caractère particulièrement performatif du patrimoine dans la visibilisation et en retour, l'invisibilisation d'espaces, supports de mémoire, et de groupes sociaux, porteurs de patrimoine alternatif et minoritaire dans ce contexte. Dans la continuité, la quatrième partie s'intéresse au patrimoine minoritaire et principalement aux revendications des groupes sociaux qui ont connu des expériences de déplacement ou de migration. Il s'agit de saisir par ce biais les mouvements conceptuels du patrimoine, Katrina et Isnar 2014, lorsque des revendications minoritaires sont formulées ou reconnues et acceptées comme partie d'un patrimoine collectif. Cette section prolonge ainsi des réflexions en cours qui se sont récemment multipliées en France, Rothenberg 2007, Bonda et al. 2012 Barbe et Choliac, 2014 Hatzfeld, 2015 Bertheleux 2016. Plusieurs questions transversales donneront les clés de lecture des 4 contributions de cette partie et mettront en lumière 2 thématiques centrales. Il s'agit tout d'abord de s'interroger sur les filières d'accès à la fabrique patrimoniale de l'immigration,
des expériences migratoires et plus largement des minorités. Ces voix apparaissent comme étant déterminées principalement par les caractéristiques des contextes politiques nationaux, ce qui justifie, d'autant plus, la mise en perspective de cas d'études de plusieurs pays. Si, en France, c'est une filière nationale d'intégration de l'immigration dans le récit national qui domine, dans d'autres contextes, c'est au sein des communautés minoritaires ethniques que naissent ces revendications et le travail mémoriel et patrimonial, Rothenberg, 2007. D'autres figures complètent ces deux catégories d'intégration et font apparaître de nouveaux acteurs avec un rôle clé dans le panorama des processus patrimoniaux contemporains. Les communautés transnationales réunissant des groupes migrants avec une origine commune, réelle ou imaginaire, ou encore, une voie muséale, née d'un engagement des institutions culturelles dans les questions d'actualité et de leur mission de contribution à la justice sociale, Fabadi 2016. La deuxième thématique qui apparaît centrale est la relation entre patrimoine et territoire, instituée ou revendiquée par ces nouveaux patrimoines. En effet, ces catégories patrimoniales, qui renvoient davantage à des groupes sociaux spécifiques qu'à des territoires déterminés, imposent de revenir sur la parenté traditionnelle entre territoire et patrimoine, dit Méo, 1994. Ces différentes contributions montrent que le patrimoine des communautés transnationales ou migrantes, y compris dans ses formes immatérielles, a besoin de spatialisation et d'inscription territoriale, même si de manière discontinue, seulement pour le temps de l'événement ou de la performance. Pour cette raison, revenir de manière critique sur le lien entre territoire et patrimoine implique d'analyser également l'action collective visant à contrôler l'espace, à le transformer ou à l'aménager. C'est au niveau des idéologies qui misent sur l'ancrage durable, la stabilité d'identité spatiale bien circonscrite et immuable, qui caractériserait le territoire, ou encore de l'idéologie des États-nations que le patrimoine se différencie du territoire. Ce sont d'ailleurs ces limites idéologiques qui nous semblent particulièrement révélatrices des blocages dans la reconnaissance de nouveaux patrimoines et du manque de légitimité des nouveaux acteurs qui ne réussissent que rarement à voir leurs projets aboutir. Toutefois, cette partie se propose de contribuer à esquisser un horizon d'attente en ce qui concerne l'émergence de ces patrimoines dans des espaces urbains et ruraux, à travers des pratiques culturelles et de planification plus respectueuses et plus inclusives. Enfin, dans une dernière partie, nous interrogerons plus particulièrement le support que sont les récits et les narrations, des plus balbutiantes aux plus formalisées, dans le processus patrimonial. Ces récits dont sont porteurs les acteurs de la chaîne patrimoniale, Fabre 2013, fonctionnent comme des espaces-temps imbriqués de formulation et de reformulation de valeurs, d'imaginaire, de savoir ou encore de savoir-faire. Partant, ils nous placent au cœur de l'agir patrimonial, Fourcade 2013, à toutes les étapes du processus de mise en patrimoine, de la transmission en passant par la reconnaissance, et approchent le patrimoine et la mémoire en tant système de relations, au sens premier d'échange, de valeurs, de vision du monde, etc., et au sens second de discours, des plus officiels aux plus clandestins. Cela implique une double logique de questionnement portant, d'une part sur ce que les récits font au patrimoine et à la mémoire, et d'autre part, sur les manières ou modalités dont le patrimoine et la mémoire font récit autour des mises en tension et en intrigue. Ricoeur, 1984. Il en découle un savoir spécifique induit par le maître en mots et le recueil de ce maître en mots, partie prenante d'un agir et d'une intention. En effet, la mise en mots est une action située, Goffman 1973, 1980, 1988, Baker 1986, Korkuf 2008, dépendante des conditions mêmes de sa réalisation tout comme des cadres sociaux plus vastes dans lesquels elle se fait jour, Halbwachs 1925, 1950. Croisant le dit, l'énoncé ou le performé et le dire, l'énonciation, Genette 1991, le récit occupe une position plurielle, à la fois outil de connaissance, objet culturel de recherche transdisciplinaire et objet d'analyse de la construction des appartenances et des identités, Baba 2007. C'est pourquoi les récits importent. Quelles possibilités de formulation existent-ils pour les acteurs de la mise en patrimoine? Comment la mise en mots, orale ou écrite, de la relation au passé dans un ici et maintenant participe-t-elle d'une construction individuelle et collective? Quelle inscription dans l'espace social au double sens de connaissance et de reconnaissance produisent-ils? De la sorte, ce sont bien la configuration et la reconfiguration des mondes sociaux,
Barrère et Lévy-Vroéland 2011 et des Communs, Bollier 2014, qui sont l'enjeu des récits étudiés ici, qu'il s'agisse de ceux d'une expérience minorée ou occultée comme le récit de l'immigration, de ceux d'une mémoire interrompue comme celle du travail ou encore de ceux investiguant des aménités urbaines en tant que valeurs patrimonialisables jusqu'à ceux cherchant à faire de l'écriture un espace commémoratif. Dans tous les cas, les questions centrales restent celles de la conflictualité et de la domination, de la mémoire et de l'oubli partant des formes de résistance, d'accès à la sphère publique et des moyens de participer d'une culture. Première partie, jalons théoriques. La formation du champ patrimonial, si grande controverse. Yvon Lamy. Ce qui fait socialement parlant patrimoine en France de nos jours, demande à être enraciné dans sa genèse étatique. La filiation politico-administrative relie en effet la création du monument historique de la première moitié du XIXe siècle à l'expansion des patrimoines culturels de la seconde moitié du XXe. Tourné vers ce qui est, doit ou peut être occasion publique de souvenir pour une collectivité, le fait patrimonial relativise le monopole de protection du monument historique fondé sur les législations de 1887 et de 1913. Il en atténue aussi la doctrine de restauration, due à Viollet-le-Duc. Surtout, il en élargit l'esprit de sauvegarde jusqu'à l'appliquer aux collections subjectives et muséographiques, aux productions locales, aux traditions collectives et à leurs pratiques tant profanes que sacrées. Alors même qu'historiquement il prend sa source dans la protection publique du monument, c'est lui qui désormais place le monument à égalité avec les espèces de biens, de lieux et de symboles mémoriels que les collectivités reconnaissent avoir en héritage. Cette évolution du regard sera ici considérée sur le versant des controverses qui l'ont accompagnée. Dans une première période qui va de la monarchie de Juillet, 1830, au ministère des Affaires culturelles sous la Ve République, 1959, les différents agents de l'État inspectent le monument, le protègent par le classement et le restaurent en indiquant sa position dans l'histoire. La chaîne des opérations s'apparente aux étapes de consécration d'une propriété nationale. Mais si elle arrive à son terme, c'est au prix de contradictions entre administration centrale et propriétaires privés, et de lutte entre volonté étatique et autonomie des collectivités. Plusieurs décennies après, en regroupant la plupart des directions artistiques et culturelles, le ministère des Affaires culturelles ouvre une seconde période. L'intérêt général se déplace de la conservation des monuments vers la célébration d'un héritage, creuser des traditions anthropologiques dans un espace donné. La décentralisation des années 1982 et 1983 se proposera de dépasser les conflits en germe entre volonté d'État et projets des collectivités, en conférant à ces dernières l'administration directe de leurs propres patrimoines locaux. Elle ouvrira la porte à des formes contemporaines de mobilisation de masse, comme le montre, après un année du patrimoine en 1980, la journée annuelle qui lui est dédiée depuis 1989. Sur la longue durée, ce processus de presque 2 siècles est émaillé par 2 groupes de controverses sur le sens de l'action publique en matière de passé national. Le premier est dominé par la question du droit de propriété et celle du critère esthétique. Le second l'est par la question de l'héritage culturel et de sa valorisation par chaque collectivité. C'est pourquoi, je distinguerai le temps de l'étatisation médiatisée par des débats savants au Parlement et dans les commissions de classement A, et le temps de la décentralisation, couplé avec celui de l'internationalisation sur l'initiative de l'UNESCO, tous deux médiatisés par le sentiment commun d'être d'un lieu et d'une histoire et de se tenir culturellement responsables de leur évolution. B. Genèse du monument historique, une étatisation controversée. Premières inspections et premières tensions avec les érudits locaux. Les prémices émergent avec le Musée des Monuments français, sous Napoléon Ier. Aboutissement d'un processus critique né de la réaction aux destructions révolutionnaires, cette structure met un terme à la vague des iconoclasmes contre les statues royales, les monuments monarchiques et aristocratiques, les édifices religieux, en somme contre tous les signes glorifiant les hiérarchies, les dominations, les inégalités d'anciens régimes. À cet égard, en soulevant la question de leurs effets négatifs, l'abbé Grégoire amorce une prise de conscience moins clivée entre tradition et modernité. Les premières décennies du XIXe, Restauration et monarchie de Juillet,
mettent en exergue l'intention de l'État de se relégitimer en dépréciant la césure révolutionnaire. Le développement organique de la nation sans crise réhabilite une image de son passé médiéval chrétien par le tableau anachronique d'une harmonie entre les classes. Les pans entiers des œuvres de Chénier, de Chateaubriand, de Mérimée, les romans italiens de Stendhal, les romans historiques de Balzac, de Hugo, et en Angleterre ceux de Walter Scott, en restaurent le charme pittoresque dans le domaine littéraire par des figures tant héroïques que prosaïques sur des théâtres sociaux typiques. Les thèmes épiques y revêtent un caractère national. Ce retour au passé n'est pas une défense pure et simple de l'absolutisme féodal. La bourgeoisie montante au pouvoir a besoin d'unité nationale, elle s'ouvre au progrès. Les premiers temps de la monarchie de Juillet protègent les monuments tout en favorisant les premiers développements du capitalisme industriel. Vigier 1969. Sur la lancée de la mission exploratoire de Ludovic Vitet, 1831, dressant l'état désastreux des monuments antiques et médiévaux de l'ancienne Île-de-France, de l'Artois et de la Picardie, le ministre Guizot et ses collègues, Dargout et Thiers décident d'une inspection destinée à leur repérage empirique. Les deux chambres inscrivent au budget de l'État un premier crédit dit des monuments historiques, dont le nom est inventé à l'instar de celui des Antiquités nationales. Placé dans le ressort du ministère de l'Intérieur, la direction des Beaux-Arts est chargée d'en régler l'attribution au département. S'ensuit immédiatement la nomination de deux premiers inspecteurs. D'abord, celle de Ludovic Vitet, le 13 octobre 1830, puis 3 ans et demi plus tard, le 27 mars 1834, celle de l'écrivain Prosper Mérimée. Homme de terrain, il sillonne en expert les départements français à la recherche de leurs trésors oubliés ou vandalisés. Au terme du décret, ils doivent s'assurer de leurs intérêts historiques et artistiques, éclairer les propriétaires, stimuler leurs ailes. Pour ce faire, ils frappent à la porte des érudits locaux qui, de leur propre chef, échafaudent hors contrôle des théories explicatives des monuments de leur département. Ils ont aussi à convaincre les maires de sauvegarder les richesses de leur commune. Cette mission de contrôle, d'État, Prosper Mérimée la met en scène dans la nouvelle La Vénus d'Île. La première des tournées en province l'amène dans le Roussillon. Reçu chez un notable antiquaire, Mr de Pérourade, à Île-sur-le-Tay, il voit pour la première fois la statue de bronze fraîchement découverte par lui, dite Vénus d'Île. Il entre dans une joute d'érudition avec son hôte sur sa provenance et son style, mais est réservé quant à ses interprétations selon lui fantaisistes. On peut y voir les prémices des controverses entre inspecteurs d'État, élus municipaux et érudits locaux. Mérimée en fera un récit célèbre en 4 journées, en lui donnant non seulement une couleur locale par des détails pittoresques sur les mœurs du pays, mais encore un dénouement fantastique digne d'un sortilège. Le récit pose le mystère au cœur même de l'œuvre. L'écrivain y projette un grossissement extraordinaire de la vie, loin de la vérité du quotidien et comme pour parer à l'absence déliquescente de forme de la vie bourgeoise moderne. Lukács, 1967/77. Mais l'inspecteur en tournée ne peut suffire à sa tâche. Aussi Guizot institue-t-il le 29 septembre 1837 une commission des monuments historiques, en nommant à sa tête le même Vitet et toujours Mérimée comme inspecteur. La commission initie chaque mission d'inspection. Elle s'entoure des premiers architectes versés dans la restauration des édifices médiévaux, Viollet-le-Duc, Questel, Duban, Beuswillwald. À elle s'ajoute le service diocésain pour la protection de l'architecture religieuse. Après la Révolution de février 1848, les édifices civils et palais nationaux comme les religieux passeront sous la tutelle du ministère de l'Instruction publique, puis la Troisième République les placera sous celle du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Éperon, 1992/363-364. La doctrine de référence, Viollet-le-Duc le reconstructeur. En 1837, Viollet-le-Duc revient d'Italie, porteur d'idées neuves sur les antiques romains et sur les monuments médiévaux de la péninsule, Viollet-le-Duc, 1844 à 1868. Au vu des compétences acquises à leur sujet, il se voit confier par la commission la conservation d'un premier site, l'ensemble abbatial de Vézelay. Puis ce furent Notre-Dame de Paris, Saint-Denis et les sépultures des rois de France, la cathédrale de Reims, le château de Pierrefonds dans la forêt de Compiègne, les remparts d'Avignon, la cité de Carcassonne, la cité gallo-romaine d'Autun, le Mont Saint-Michel, Saint-Semin de Toulouse. Avec les châteaux de la Loire,
Tous ces monuments sont des hauts lieux évocateurs des fondations dynastiques et des lignées aristocratiques, des grands ordres religieux et des puissances militaires. Ils concentrent les hauts faits qui forment le tissu historique de la France. Leur restauration est soigneusement ciblée. Elle porte la marque de l'intervention volontariste de Viollet qui agit avec l'exactitude d'un architecte expert. Quand se présente un hiatus dans la pierre, une discontinuité dans la morphologie, quand saute aux yeux l'absence d'un maillon dans la biographie du monument ou que les archives officielles se révèlent muettes, il adopte le costume de l'architecte d'origine et prend le parti de reconstruire le chaînon manquant, parfois même d'y ajouter un élément que nul document ne saurait jamais prouver. Viollet pense sa tâche par rétrospection d'un idéal architectural imaginé. Ainsi se comprennent l'ajout arbitraire de la flèche de Notre-Dame de Paris, 1845, celui de la flèche du Mont-Saint-Michel par un de ses disciples. Appuyé sur les données historiques et stylistiques de chaque monument à restaurer, la démarche de Viollet se veut totalisante, elle fait tour à tour jouer le levier de l'interprétation libre et le risque de l'extrapolation audacieuse. L'ambivalence est source de nombreuses controverses savantes. Dans la deuxième moitié du siècle, d'autres architectes suivront la voie tracée comme agents de l'État dédiés au travail de conservation. Duban-Blois, Sainte-Chapelle, Caristie Théâtre d'Orange, Monument romain de Provence, Labrouste, Lassus, Arrogival, Co-restauration de Notre-Dame de Paris avec Viollet, Questel et Lenné, Pont du Gard, Eugène Millet, Château de Saint-Germain, Émile Beuzevillewald, Cathédrale de Laon, Rupprecht-Robert, la Normandie romane et gothique, Bruyère, Monument d'Auvergne. Les plasticiens les appuient pour les sculptures, les chapiteaux, les tympans, les bas-reliefs, les peintures murales, les objets mobiliers liturgiques. On peut dire que jusqu'à la consolidation de la Troisième République, après la guerre franco-prussienne de 1870, la chute de l'Empire, la Commune de Paris et la Constitution de 1875, Viollet entouré des inspecteurs de la Commission concentre sous son nom la doctrine de restauration. Sa mise en œuvre méthodique se heurte aux règles de l'administration et à la limitation du droit de propriété. Une administration en expansion, un pouvoir en peau de chagrin. Entre 1831 et 1837, l'allocation des ressources votées par les deux chambres est encore modeste. La conservation des futurs monuments historiques repérés au cours des inspections est dotée d'un budget de 80 000 francs. La création du service suit celle de la commission par arrêté ministériel de Montalivet, le 26 novembre 1837. Aussitôt le crédit affecté atteint 200 000 francs, chiffre doublé l'année suivante. En 1842, il est de 600 000 francs. Les événements de février 1848 semblent même profiter aux ressources du service. 800 000 francs alloués, et au cours de la deuxième moitié du siècle, la somme se stabilisera entre 1 400 000 francs et 1 600 000 francs. Et comme les financements croisés sont déjà la règle des administrations d'État, le budget public est abondé par les contributions départementales, communales et celles des propriétaires privés, parfois aussi par des crédits dits spéciaux. En février 1848, Lamartine, membre du gouvernement provisoire, entre dans la commission ainsi que Victor Hugo. Tout se passe alors comme si des affinités électives réunissaient dans un même creuset les représentants de tendances culturelles dominantes. Le retour au Moyen-Âge chrétien, le conte fantastique, les individus types d'une classe, le culte des monuments anciens, l'engouement archéologique. Dans ce creuset se forment les inspirations et les études, se façonnent les mesures de protection à l'égard de tout ce que l'histoire lègue à la nation. Les 8 membres de la commission au départ passeront à 35 avant la Première Guerre mondiale. Mais leur mandat formel reste consultatif. Il porte sur un ensemble d'opérations solidaires. Répartition du budget par département, selon un principe hiérarchique discuté encore aujourd'hui, opposant grand et petit patrimoine, sélection raisonnée des missions à mener et débattue entre archéologues, architectes et artistes de la commission, rappel des procédures auprès des propriétaires privés, circulaire au préfet, documentation et archives réunies au sujet des biens meubles et immeubles, établissement de leur liste, étude des découvertes érudites, projet des apostrophes, architectes et plans de restauration, financement des opérations, etc. Les destructions et abandons pour cause de guerre civile et religieuse, de révolution, de changement de régime, le dispute aux initiatives malencontreuses des antiquaires et érudits locaux, des communes en mal de modernisation, des propriétaires négligents ou indifférents.
De retour devant la commission, les inspecteurs vont jusqu'à parler de barbarie à cet égard et plaident pour que, en l'absence de loi à l'époque, leur soit accordée la capacité de prescrire des avis de conformité. Soucieux de prévenir en amont les actions négatives constatées en aval, ils aspirent à exercer un pouvoir exécutif efficace. En 1882, 50 ans se sont écoulés, un bilan est tiré au sujet du parc des monuments protégés. Commission et services administrent le classement de 2000 monuments meubles et immeubles. Aujourd'hui, en 2015, plus de 55 000 sont classés et inscrits. Ce chiffre, déjà imposant, invite le gouvernement à parachever cette administration par une loi. 5 ans après, intervient le vote de la première loi, celle du 30 mars 1887, qui, tout en refusant d'attenter au droit sacré de la propriété, légalise le classement. Mais c'est seulement avec la seconde loi, celle du 31 décembre 1913, que la séparation du bien et son inaliénabilité au même degré que les collections muséographiques le placent, quoi qu'en pense son propriétaire, sous la protection tutélaire de l'État. L'État sort ainsi de la réserve que l'idéologie libérale lui imposait. Il entre dans la sphère de la société civile, décidant de ce qui doit être laissé au marché et au contrat, et de ce qui doit en être soustrait pour raison d'État. On en mesurera les effets après 1945, au moment où l'État-nation se métamorphosera en État-providence. Protéger sans porter atteinte aux droits du propriétaire. Il a fallu 2 tentatives parlementaires avortées, 1878-1882, pour que la loi du 30 mars 1887, avec son règlement du 3 janvier 1889, protège par classement en droit administratif public les monuments sélectionnés dans les tournées d'inspection et restaurés par les premiers architectes d'État. Ce vote intervient 57 ans après l'initiative de Guizot, du comte d'Argout et de Thiers en 1831. En reconnaissant à la Commission une existence légale, les 2 chambres accréditent l'idée d'une architecture, à la française intentionnellement placée sous la protection de l'État. L'important laps de temps qui sépare les premières missions d'inspection en province, sous la monarchie de Juillet, et le travail législatif, sous la Troisième République, ne signifie en rien l'indifférence des pouvoirs publics au sujet des choses du passé. C'est plutôt la caractéristique d'une république libérale marquée par l'état de trouble dans les rangs de ses parlementaires, quant à la limitation, inhérente à toute conservation par la puissance publique, du droit de propriété privée. Ce droit, considéré depuis la Révolution comme fondement sacré de la société, apparaît alors comme intouchable par la puissance étatique même. En ce temps de libéralisme, aucun État ne saurait outrepasser la neutralité idéologique qui le fonde. En opposant le droit de propriété privée à un État qu'une loi restrictive extrairait de sa neutralité pour agir sur lui par une sorte de mainmise, au nom même de l'intérêt général, de l'art et de l'histoire, on ne peut que mesurer l'ampleur du cas de conscience posé aux parlementaires. Par là s'explique le longtemps que les chambres successives ont mis à en formuler la nécessité sans porter atteinte à l'imprescriptible. L'écriture du texte de loi, constitutionnellement recevable par les tendances idéologico-politiques représentées, a été une épreuve, analogue au débat parlementaire sur les questions dites sensibles. En se référant aux critères d'architecture, française et d'histoire, nationale, la loi du 30 mars 1887 acte ainsi une première réserve officielle à l'égard du droit en question, mais bien timidement, et sans entamer le socle de la propriété privée. La loi n'a été en effet votée que parce qu'elle préconisait, à titre de condition formelle, l'accord explicite du propriétaire, qu'elle ramenait ainsi son accord à l'expression même de son droit. Si la condition n'était pas assurée, rien ne pouvait ni ne devait se passer. Comme cet accord était dans la plupart des cas impossible à obtenir, la loi est apparue à tel point inopérante que, sous la pression de la Commission, de nouveaux débats parlementaires s'ouvrent sur le sujet dès la première décennie du XXe siècle. Une nouvelle législation est votée le 31 décembre 1913 dans un contexte déjà moins libéral, à la fois plus nationaliste et plus laïque, ciste. Elle légitime une intervention nettement régalienne de l'État quant au statut juridique des monuments historiques privés et publics. Par ce nouveau texte, la République s'arroge le droit d'agir sur toute propriété qui en incarne l'histoire. Obligation est faite aux propriétaires de ne rien engager sans l'avis conforme des agents que la Commission mandate, inspecteurs, archéologues, conservateurs, architectes patentés.
Elle restreint en conséquence le champ d'exercice de sa volonté individuelle et de son droit subjectif. Dépassant l'étroitesse d'application de la loi de 1887, celle de 1913 est considérée comme la vraie justification de la commission et du service administratif qui la coiffe. L'État a le droit de classer d'office les édifices privés, et comme le texte entérinant et légitimant de manière solennelle la doctrine étatique de conservation telle que Viollet-le-Duc l'a façonnée. Ses successeurs, architectes diocésains et départementaux, des monuments historiques et des bâtiments civils, l'ont appliquée dans un même esprit. Organisée autour du principe du classement et secondairement de l'inscription, elle est la loi fondatrice, juridique, administrative et de magistrature esthétique, que déclineront et détailleront, plus tard dans des domaines spécifiques, celle de 1930, les sites, de 1943, le rayon de 500 mètres du monument classé, de 1962 loi Malraux sur les secteurs sauvegardés, qui étend le droit de classement sur un ensemble monumental dont on doit garder la structure d'origine, un quartier ancien par exemple, de 1964, un inventaire national des monuments et des richesses de la France, de 1966 sur le recours à l'expropriation, de 1976 sur les modalités de protection de la nature, de 1984 sur les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, siglée ZPPAUP, de 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, de 1986, relative au développement, à la protection et à la mise en valeur du littoral, de 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages, de 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement, sans négliger ici les évolutions patrimoniales du Code de l'urbanisme, les divers décrets gouvernementaux et autres arrêtés préfectoraux. Tous ces actes et textes ne se comprennent qu'à partir du fondement institutionnel qu'est la loi de 1913. Prérogative de l'État versus autonomie des communes. Avant même que ne se mettent en place les décrets d'application de la loi de 1887, le dispositif administratif de protection et de restauration par le classement soulève des tensions inédites entre prérogatives régaliennes et indépendance communale. Cette tension perdurera jusqu'aux lois de décentralisation, 1982 à 1983, qui attribueront aux collectivités territoriales la compétence de se doter de leur propre patrimoine, tout en restant soumises au cadre normatif de l'État pour leurs monuments classés. Jusqu'alors, les communes possédant des monuments et des objets d'art se sentaient surveillées par la puissance étatique qui, à leurs yeux, avait la tentation d'imposer un magistère de l'esthétique nationale en maintenant la distance à l'égard des exigences propres à chaque commune, des besoins de sa population, de ses projets de développement économique. La lecture des archives nationales comme des municipales tout au long des 2 siècles montre, sur chaque dossier, urbain en général, la relance de ce conflit entre le central et le local, réactivant l'opposition frontale, de force inégale des 2 logiques antagonistes, au moins jusqu'à la décentralisation qui amorce un compromis durable. C'est en amont, dans les bureaux ministériels, sur ces questions brûlantes que s'affrontent dans la commission, d'un côté les archéologues motivés par le retour à l'authenticité du monument, de l'autre les architectes occupés à sa conformation aux besoins du temps et du lieu. Cette fracture symbolique entre 2 métiers, 2 approches et 2 formes de respect continuent encore aujourd'hui à cliver les débats ministériels et ceux des collectivités. Ni une doctrine aussi totalisante que celle de Viollet-le-Duc, ni les législations de classement n'ont pu surmonter cette dualité. Pourtant, le compromis des 2 priorités s'est généralement imposé depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Après avoir protégé les grandes cathédrales gothiques et les châteaux défensifs, n'était-il pas juste aux yeux de l'État de porter intérêt à d'autres moments caractéristiques aussi du génie national, en y comprenant le XIXe siècle? C'est la voie prise par les gouvernements de la décennie 1970. Ils y seront poussés par des journalistes d'opinion vent debout, contre l'urbanisme destructeur du Paris du XIXe. La genèse ici condensée d'une magistrature d'État sur l'architecture met au jour l'évolution de la puissance régalienne au cours du siècle. Elle prépare de longue date le passage à la loi, celle qui encadre 1887, 1913, 1930 et celles nombreuses qui au XXe siècle s'appliquent aux questions spécifiques.
Les prises de conscience officielles surgissent de la confrontation brutale, parfois guerrière comme en 1914, avec les actes, inconscients ou barbares, de destruction des grandes œuvres. La figure du monument historique se dresse alors contre les menaces de tous ordres, intérieurs et extérieurs, pesant sur lui. En lui, la nation se voit selon les circonstances comme une personne vivante, agressée, délaissée ou meurtrie. La crainte de l'iconoclasme, la menace du vandalisme, la prévention de l'indifférence ou du calcul égoïste sont au principe même de son étatisation. Cette quasi-personnification inspirée du courant romantique fait de la chose sacrée un témoin de la grande histoire. Elle se poursuit dans le cours du XXe siècle. Commission et services visent à répondre à tous les cas, à toutes les situations qu'est justement l'inspection 150 ans durant, repère ès-qualité et dont elle construit les récits monographiques officiels. Poussée par cette crainte, hantée par l'oubli, mais solidement arrimée à l'esthétique de restauration dont Violet a été l'interprète incontesté jusque dans la décennie 1970, l'histoire administrative de la protection ne s'arrête pas là. À la suite de la création du ministère des Affaires culturelles, 1959, du regroupement des domaines et des fonctions sous une seule tutelle, personnifiée par André Malraux, l'idée de propriété intangible aux yeux d'un État libéral laisse place à l'idée de démocratie culturelle et d'héritage patrimonial. Enfin, après les lois de 1982 à 1983, les nouvelles collectivités s'érigent en petites patries et puisent dans la redécouverte de leurs histoires singulières le ressort de leurs traditions oubliées. Déploiement du tout patrimonial, un éclectisme controversé. Du monumental à l'anthropologique et du local à l'international. Controverse patrimoniale. Aujourd'hui, le mouvement social que la catégorie de patrimoine désigne, poursuit l'intégration des biens monumentaux entreprise il y a 150 ans. Mais s'y ajoute une autre dimension. Selon la singularité des lieux, les découvertes pionnières et les mobilisations associatives, une vision anthropologique des territoires français en fait surgir l'hétérogénéité des symboles et la diversité des pratiques dont ils sont l'objet. Ainsi se dessinent en chaque collectivité des identités singulières, se forment de nouvelles affiliations patriotes, parfois concurrentes de celle qui fait de chacun de nous un citoyen. L'hégémonie d'un patrimoine identifié au territoire qui le porte, trouve son rythme de croisière dès lors que le centralisme jacobin recule devant la visée décentralisatrice du début de la décennie 1980. Remarquons aussi que la tendance est à son tour confortée par l'internationalisation d'un patrimoine de l'humanité, transcendant les frontières et les nations, et retrouvant les accents même des droits de l'homme. C'est la tâche que s'assigne l'UNESCO sans limite éditoriale ni photographique. Tout au long du XIXe siècle, l'idée savante d'une architecture à la française, portée par l'administration d'État, commissions et services et par ses architectes patentés comme Violet, mais ignorés, combattus même parfois par l'École des Beaux-Arts, Éperon 1992, se fraye un chemin qui décennie après décennie s'ouvre, au début de la décennie 1980 sur une diversité tant foisonnante qu'hétéroclite de thèmes anthropologiques. Cette ouverture débordant de tous côtés ce que les historiens d'art conviennent de nommer le domaine du beau artistique, il semble impossible d'en entrevoir la fin. Les témoins et les styles auxquels elle se réfère s'incarnent dans les artefacts produits sur le sol national comme autant d'éléments constitutifs du tout patrimonial. Le modèle d'un patrimoine culturel public trouve sa légitimité en 1978 dans la direction ministérielle du même nom. Son premier acte sera la célébration d'une année du patrimoine, en 1979 à 1980, Valéry Giscard d'Estaing étant président et Jean-Philippe Leca ministre. Les lois de décentralisation donnent tout leur espace aux multiples qualifications contemporaines dont le patrimoine est l'objet. Les épithètes du mot sont sans fin et leur multiplication brouille les frontières entre sous-espèces. La notion de répertoire et celle de collection passent sous la coupe de celle, englobante, de patrimoine, qui se mue alors en vitrine de la manière française dans tous ses aspects productifs. Ce sont les mirabilia, les réalités admirables placées par Michel Melot au principe même de l'inventaire des monuments et des richesses de la France, Melot, 2012. Éclectisme et diversité passent sans discrimination sous le magistère de la catégorie. Art, beaux-arts, artisanat, industrie, écriture romanesque et poétique, film culte, traditions et coutumes, sites paysagers, rites religieux et festifs, savoir-faire industriel,
sont comme touchés par la grâce de leur transsubstantiation en témoins singuliers des cultures françaises. Que s'est-il donc passé et comment comprendre l'intégration de l'architecture nationale dans le patrimoine culturel qui l'englobe ? Jusqu'à la création du ministère des Affaires culturelles, 1959, le monument historique, enchâssé dans des règlements d'État, est consacré comme témoin individuel de l'histoire nationale. Cependant, en commençant à parler de patrimoine de l'art français sur le territoire, les administrations centrales déplacent la question controversée du droit de propriété vers celle d'un héritage commun à toute collectivité, petite ou grande, transmis de génération en génération à la manière d'un message délivré. Le culte de la beauté et ou de l'historicité des monuments cède le pas à la responsabilité des générations successives, à l'égard des traditions anthropologiques et des biens culturels dont elles héritent. Au concept univoque de monumentalité se substitue peu à peu celui plurivoque de patrimonialité. L'année du patrimoine concentre le regard de la société française sur son anthropologie, ses artefacts et leur savoir-faire, ses représentations collectives et leurs pratiques rituelles. Et sans abandonner la primauté régalienne du monument, la tendance officielle est de l'intégrer au tout patrimonial, de l'identifier comme un héritage mémoriel. Le concept de mémoire collective le dispute alors à celui d'histoire savante et plusieurs conflits idéologiques opposent les entrepreneurs culturels des Sons et Lumières aux historiens patentés, Meaux, puis Dufou, au sujet de l'authenticité des scénographies pour un public en quête de son passé. La force du souvenir réactivé au présent est justement ce qui donne au patrimoine à la fois ses potentialités sans fin et son hétérogénéité territoriale. Le curseur se déplace des hauteurs de l'État central vers les multiples expressions culturelles émanant des différentes sphères de la société civile, consacrées par la myriade des associations loi 1901. Les collectivités territoriales, municipalités, communautés de communes, départements, régions, sous leur pression, arriment les manifestations patrimoniales à leur politique touristique. La France s'apparente à une société fragmentée par un palimpseste de mémoire qui se surimpose et s'auto-célèbre. Avant la décentralisation, les maires considèrent dans leur immense majorité que le monument historique classé relève de la responsabilité de l'État selon la loi de 1913. La plupart n'en font pas un objet premier de leurs préoccupations, le classement, action régalienne par excellence, dérobant le monument à leurs responsabilités politiques et administratives. L'exemple est donné par les grandes cathédrales gothiques, devenues propriété d'État après la séparation des Églises et de l'État. Leur conservateur continue d'être toujours un agent de l'État, l'architecte des bâtiments de France, ABF, dont les missions sont sous le contrôle du préfet. Après la décentralisation, cette attitude se nuance fortement, les maires ne se reconnaissent plus entièrement dans le langage régalien orienté par l'intérêt général. Ils vont considérer le monument sis sur leur commune comme un patrimoine culturel local, dont ils sont investis de la responsabilité quant à sa transmission, au titre de la communauté des citoyens. Devenu héritage collectif, il représente, dès ce moment, une nouvelle source d'obligation. Les élus considèrent alors que leur responsabilité se distingue de celle protectrice et tutélaire de l'État. Le patrimoine, selon eux, fixe la mémoire collective de leurs administrés, reflète l'affiliation à la culture locale et devient un bien à transmettre aux générations futures. Inséré dans l'espace urbain ou l'espace rural, il constitue le vecteur de pratiques sociales nouvelles, moins liées à la posture défensive, de la protection qu'à celle offensive, de la valorisation, animation socio-culturelle, développement économique, attraction touristique. À un pôle, il s'identifie à quelque chose de sacré, à un autre, il est un des atouts de l'économie locale. Si dans les deux cas il garde sa cohérence, la connexion des deux registres demeure un problème. L'aspect pragmatiste économique le dispute à l'aspect savant historiographique. Les cas illustrant ce processus sont multiples quant à leur contenu, leur échelle, leur force de reconnaissance et de mobilisation, leur authenticité historiographique. Ils oscillent, non sans débat sur la relativité des critères et la porosité des frontières entre grands et petits, nobles et populaires, artistiques et industriels, mémoriels et immémorial, profanes et religieux, savants et pragmatistes. Recouvertes du même mot, leur diversité est telle qu'elle échappe à toute possibilité de les comparer avec équité.
À la manière des un fait social total, Mauss 1950, chacun d'eux a quelque chose d'incommensurable et de singulier. S'opposant aux élus, aux militants associatifs, aux entrepreneurs de culture, les puristes de l'histoire savante peinent souvent à accréditer comme authentiquement fondée la passion patrimoniale pour les arts et traditions populaires, non signées et anonymes. Le débat sur l'égalisation culturelle. La question reste complexe, en particulier parce que l'école historienne française a été formée dans le creuset de l'école des Annales, qui justement dès les années 1920, préconisait d'en finir avec l'hégémonie de l'histoire politique et diplomatique des élites, et à se tourner vers les institutions et les pratiques vécues au quotidien dans les groupes sociaux de chaque époque. Quant à la réticence à l'égard des arts et traditions populaires, divers critiques, architectes, journalistes, écrivains, la confortent par leur prise de position. À l'occasion de la présentation de l'œuvre de Francis Haskell, le débat numéro 12 1982, André Fermigier ironise « Reconnaître que l'on ne parvient pas à mettre sur le même plan la transfiguration de Raphaël et la houlette du berger anonyme, c'est depuis quelques années, au regard du credo parisien rive gauche, sic, avouer un crime capital. Serions-nous à la veille de la fin des beaux-arts ? Et dans la bataille de Paris, Fermigier décrit les bouleversements de la capitale de 1967 à 1984. Il se dresse face à la mort de Paris et proclame in fine « Adieu Paris ». Sa logique n'est pas nostalgique, elle déploie une critique esthético-politique rigoureuse. Son postulat : une ville n'est pas faite seulement pour qu'on la traverse mais pour qu'on y vive. 1991/37. Mais lors de l'ouverture de l'année du patrimoine, en novembre 1979, Jean-Philippe Leca, alors ministre de la Culture, lui répond : le patrimoine n'a plus grand-chose à voir avec la froideur des pierres, la glace qui nous sépare des objets de musée, car c'est aussi le lavoir de village, la petite église rurale, le parler local ou la chanson, les photos de famille, les savoir-faire et les techniques, l'architecture modeste qui fait le cadre de vie quotidien des Français. Est ainsi officiellement légitimée la porosité de la frontière entre sacré et profane, entre patrimoine classé, muséifié mais froid, à distance respectueuse du spectateur, et patrimoine commun, populaire mais chaud, fraternellement partagé. La solennité de l'événement tente un pas de plus vers l'égalisation des biens culturels. Mais s'engouffre avec lui le flottement des significations, le rattrapage mémoriel des territoires, la réactivation des souvenirs collectifs et des mutations fonctionnelles dont les monuments, les symboles et les pratiques sont l'objet. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.